rock and roll. Bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné, petit concept d'émission que je fais souvent où j'invite un youtubeur ou un critique de cinéma à me parler un petit peu de lui et qui, au fil de la discussion, va choisir un film qui, qui veut faire découvrir aux gens, en tout cas qui a eu une grosse influence sur cette personne. Et après divers invités que j'ai eus, le beau parleur du cinéma, Max Pereira, Jonathan Asia, Evil Twin, ou encore récemment Morgane et son ciné. C'est au tour d'une youtubeuse qui a assez souvent été présente sur la chaîne, mais qui est une grosse passionnée du cinéma et qui a énormément de choses à nous dire aujourd'hui, en la personne de Méphiléon, et je vous l'envoie tout de suite. Voilà, voilà. Bonjour. Comment tu vas, Méphiléon? Alors ça va très bien là. Je suis très contente d'être là. Après tout ce temps, on a mis du temps à trouver une date. Hein. C'est ça. Et voilà, ça y est, c'est bon, on a pu se caler une petite heure. Bah écoute, comme je le fais d'habitude, on va commencer un petit peu à parler de toi. Donc déjà, bah, qui tu es, quels ont été un petit peu qu'est-ce qui t'a fait en fait te lancer dans cette passion pour le cinéma, quel a été le déclencheur, et aussi par la suite, pourquoi tu as vu te lancer un petit peu sur YouTube. Donc voilà, je te laisse un petit peu te présenter. D'accord. Donc du coup, moi je suis Méphiléon, j'ai 27 ans depuis 4 jours. Ah, les anniversaires en retard. Merci. Et du coup, moi, l'univers du cinéma, c'est un univers dans lequel je suis rentrée assez tard parce que j'étais pas plus fan que ça. C'est pas que j'aimais pas le cinéma, j'aimais bien regarder des films, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Jusqu'au jour où j'ai vu le fameux film dont on va parler aujourd'hui, Peter Pan. Et donc j'expliquerai après pourquoi ce film-là a beaucoup changé ma perception des choses par rapport au cinéma. Mais du coup, après ça, c'était peut-être au niveau de mon collège, donc je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'étais un petit peu perdue. J'étais dans une période où on perd un peu sa personnalité, où on se plie à tout ce qu'on voit des autres et tout ça. Comme nous tous, un petit peu au collège. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je doute pas que les gens vont se retrouver là-dedans. Et puis, un jour, au lycée, je rencontre une super fille qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui et qui me fait regarder pas mal de séries, pas mal de films. Et là, je me dis, j'aimerais bien, moi, travailler là-dedans, dans le monde du cinéma, dans le monde de la série. Et ouais, c'est quelque chose que je me suis dit, tiens, je vais travailler là-dedans. Et du coup, j'ai fait une licence en art du spectacle dans le cinéma. Comme moi. on a le même parcours. Et donc, du coup, je me suis arrêtée à la licence, par contre, parce que j'arrivais pas à voir plus loin. Donc, je me suis perdue un petit peu pendant quelques années. Et ce qui m'a fait tenir, c'est ma chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a 6 ans maintenant. Et du coup, de faire des analyses de perso, Alors, par contre, une petite question par rapport à ce que tu disais par ton cursus scolaire, quand tu dis comme moi en fait, j'ai pas continué après la licence, mais c'est quoi qui te bloquait? C'est au niveau du master production, il y avait quelque chose qui t'intéressait pas plus que ça, ou t'avais un blocage? Ouais, en fait, j'avais tenté le concours de la FEMIS,
je crois ma 3e année, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas, en fait, le fait d'avoir échoué, en fait, j'avais que ça en projet. Je voyais que par le prisme de cette école-là, et du coup, j'avais pas d'autres projets. La production, ça m'intéressait pas. J'étais vraiment dans l'écriture plus que dans la production. Aujourd'hui, j'en regrette un peu, tu vois, de pas avoir été plus loin, mais je me dis que bah bon, c'est les choix de vie qu'on fait, quoi. Donc D'accord. Comme tu m'as dit, donc tu as une chaîne YouTube que tu as créée donc depuis 2017, à peu près au même moment que moi, donc depuis 6 ans. Quelle a été en fait ta source de motivation pour te lancer dans l'aventure YouTube, comme bon nombre de nos confrères? en fait, c'est rigolo, c'est que bah, je pense comme beaucoup, enfin comme certains, moi j'étais beaucoup inspirée de In the Panda à l'époque, qui a tristement tourné malheureusement, mais j'étais beaucoup inspirée par son travail. D'une part ça, d'autre part, moi quand j'étais chez moi, je mettais souvent la télé en fond et les zinzins de l'espace passaient assez souvent. Et à force de regarder, je me disais, mais c'est bizarre, mais il y a plein de trucs hyper intéressants dans les zinzins de l'espace en termes de construction de personnages. Et vu que c'était à la période aussi où je commençais à me tourner vers le scénario plus que vers la réal, la construction de personnages, ça m'intéressait beaucoup. Et j'étais très contente de commencer par ça, de commencer par les zinzins de l'espace. Du coup, les zinzins de l'espace, moi j'avais vraiment envie d'en parler. J'avais enregistré des petites portions sonores sur mon téléphone. C'est pour ça que le son il est pas ouf, si tu veux. Mais en fait, au début, à la base, je devais faire de la moitié fiction, enfin en gros moi en caméra et après des morceaux d'extrait. Et j'arrivais pas à avoir le naturel pour faire ça, ni le décor adéquat. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre juste des suites de plans à la suite les uns des autres. Et puis, c'est comme ça, tu vois, ça m'est venu de rester dans ce format-là. En fait, j'avais pas envie d'en sortir. Je trouve que c'est un format qui est assez simple, même si ça demande beaucoup de travail, notamment pour les phrases où t'as pas forcément d'extra à mettre dessus. Mais voilà. D'accord. Et donc depuis, donc tu as continué, tu as un petit peu enchaîné. Et donc du coup, ta chaîne propose différents contenus, Mm. différents concepts de vidéos. Est-ce que tu peux un petit peu développer davantage pourquoi tu t'es dit, tiens, plutôt que de faire des critiques, j'ai vu que des fois tu proposes aussi des analyses sur les personnages. Euh, En fait, c'est un gros concept depuis quelques temps qui s'appelle psychologie de comptoir, où tu parles de Mhm. certains personnages. Ouais. Bah déjà le nom il s'est choisi parce que alors attention manque de confiance en soi de haut level. En fait j'ai choisi ce nom-là parce que je me disais j'étais pas enfin j'avais pas le background pour dire moi je suis officielle, vous pouvez écouter ma parole. C'était vraiment subjectif, donc je me disais c'était un petit peu la manière de me dédouaner en disant si les gens ils me disaient bah non mais ça marche pas comme ça, je leur dirais bah le nom il porte son nom, tu vois, c'est vraiment de l'analyse de comptoir et tout ça. Puis au final en fait les gens ont vraiment apprécié et après, du coup, je me suis dit, je vais essayer de décliner un petit peu la forme parce qu'il y a des fois où je parle pas autant et il y a aussi des fois où, par exemple, le note de comptoir, c'était venu du fait que, en regardant l'épisode sur Grey's Anatomy, je me disais, mais j'ai pas dit ça. Ça, je l'ai pas dit non plus et c'est important. Et en fait, du coup, c'est comme ça que c'est venu et je me suis dit, je vais tenter un petit peu l'expérience. Et c'est comme ça qu'est venu Note de comptoir. Et Bref de comptoir, c'était venu avec Megamax qui m'avait dit ce que tu devrais faire, c'est un concept où tu prends un perso et je sais plus c'était comment le concept, mais je crois que c'était de prendre un perso et de faire une analyse. Tu vois, je me souviens même plus, mais je sais que ça m'avait inspiré pour faire sur des trucs dans l'actualité. Pour l'instant, ça a eu du mal à se faire parce qu'avec le psychologie de comptoir numéro 10, j'ai pas eu le temps de sortir plus que ça. Mhm. Mais j'aimerais bien que ça revienne là dans les prochains.
dans D'accord. les prochaines vidéos. Parce que c'est vrai, à ce que je vois, tu comme on a dit, la vidéo la chaîne est sortie il y a à peu près 6 ans, que je vois un petit peu sur ton contenu, en termes de vidéos, je parle, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Je crois que tu as fait une trentaine de vidéos. Est-ce que Ouais, c'est peut-être ton côté perfectionniste et tu prends énormément de temps au niveau du montage, au niveau de l'écriture? il y a de ça et il y a du fait aussi que moi je marche à l'inspiration. Je me dis pas tiens je vais regarder ce film là pour parler de tel personnage et tout ça. Donc du coup ça impacte beaucoup parce que bah parfois tu vas être dans une période où tu vas regarder toujours les mêmes trucs, ou il y a une période où tu vas te dire ah ça j'aimerais bien en parler mais j'avais dit que j'en parlerais dans ce cadre-là donc du coup je vais attendre. Puis du coup tu sais tu gardes des projets à droite à gauche. Je dois avoir des dizaines de vidéos que j'ai jamais tournées. C'est pour ça que sur la saison 2, je me suis dit, je vais garder les idées que je préférais. Et là, je vais vraiment me concentrer sur ces idées-là. Et j'ai déjà 10 idées d'épisodes qui peuvent être intéressantes. Mais ouais, c'est surtout ça, en fait. C'était vraiment le fait de faire au feeling. Par exemple, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, c'était clairement, j'avais été voir Jojo Rabbit en salle. Je me suis dit, faut que je parle des personnages imaginaires. Et là, du coup, j'ai regardé plein de films à ce sujet. Pareil, le truc de la mode, c'était parce que je regardais The Bold Type durant cette période-là. Et je me suis dit, hey, il faut que je regarde The Bold Type, tu vois. Mmh. D'accord. À ce que je vois, au fait, au niveau de ta psychologie de comptoir, c'est que tu mixes un petit peu vraiment, moi où je me focalise surtout, au niveau cinéma, mais à ce que je vois, toi, tu traites aussi, énormément de séries. À ce que je vois, il y a Grey's Anatomy, tu avais fait quelque chose sur, enfin, en tout cas, il y avait la miniature, il y avait Squid Game ou des trucs comme ça. Tu prends plus de plaisir à vraiment analyser les séries, ou tu es plus à l'aise, quand tu parles de films où il y a vraiment, comme tu as dit, tu marches au feeling? Je marche au feeling, mais j'ai plus d'attrait pour les séries que pour les films. Moi, j'aime beaucoup l'évolution de personnages, donc les séries, il y a beaucoup plus de matière. Sans dire que tu vois, le cinéma est plus pauvre de ce côté-là. Le cinéma est pas du tout amène pas la construction de la même manière. On est toujours sur une construction très acte par acte et tout ça. Que les séries dépendent beaucoup de leur succès, du succès du personnage, des trucs comme ça. Et je sais pas, j'ai toujours eu un attrait plus pour les séries que pour les films. Je pense que j'ai vu plus de séries que je n'ai vu de films en termes de temps. Mais ouais, en fait, le truc, c'est, tu vois, par exemple, le Squid Game m'a inspiré à parler des personnages du type de Squid Game. Par contre, j'analyse plus de films dans cet épisode-là que j'analyse de séries, vraiment. Parce que je dois avoir Battle Royale, Cube, Hunger Game. Il y avait beaucoup de films, il y avait The Circle, il y avait La Plateforme. Donc, tu vois, je crois que c'était 5 films et 3 séries de souvenirs. Squid Game, Panic et Danganronpa. D'accord. Mais ouais, enfin, je préfère les séries, en OK. général. Qu'est-ce que, YouTube t'a apporté, personnellement et professionnellement, en fait? Oui. Professionnellement, je dirais des opportunités que t'as pas en fait, quand tu sors des cours, Du si côté t'as pas étudiant? vraiment, ouais, du côté étudiant, si t'as pas, si t'as Des pas relations? confiance en toi, ouais, non, des relations, tu vois, c'est pas tant le problème parce que, pour anecdote, mon copain, lui, il a été cuistot sur des tournages, pas des gros, enfin, pas des gros tournages, mais des gros tournages quand même. Et du coup, il a toujours des contacts avec des sondiers, des directeurs de photos, des trucs comme ça. Moi, même encore aujourd'hui, à la fin de mon épisode 10, la deuxième partie, il y a Jonathan Perru qui y est, et c'est le créateur du Kino à Caen, qui a importé le Kino, qui est un festival de Montréal à Caen, et du coup qui aujourd'hui est repris par c'est Ben et Johan, et là ils changent encore la direction cette année. Et du coup, tu vois, j'ai toujours un petit peu un pied là-dedans avec des gens qui peuvent faire de la photo, qui peuvent faire de la réal. Le gros avantage de YouTube, c'est que déjà, ça construit la confiance en soi.
Ça aide de se retrouver par exemple à des gens qui te contactent d'un coup, qui te disent j'aimerais bien faire un live avec toi, est-ce que ça te dit de discuter, parce que ça veut dire que les gens ont confiance en ton propos, les gens ont confiance en ce que tu dis et ils se disent que tu vaux la peine d'être là. Donc ça c'est important et par exemple tu vois, j'aurais peut-être pas osé faire un tournage de cette ampleur sans ma chaîne YouTube, parce que je pense on se bride un peu quand on n'a pas confiance en soi. Et là, c'était déjà assez dur. J'ai relu mes messages 5 fois avant de les envoyer. Après, mon cadreur qui me dit, finalement, désolé, je vais travailler durant cette période-là, mais je peux te tourner vers quelqu'un. Donc, du coup, j'ai rencontré un autre cadreur durant cette période-là. Et ouais, non, en fait, le truc, c'est que le contact, ça sert, mais ça sert aussi quand t'as la confiance en toi. Parce que quand t'as pas confiance en Quand toi, tu me parlais de cadreur, c'est-à-dire que pour en fait tes vidéos, tu as une équipe avec toi? pas sur mes vidéos habituelles, mais sur le dernier épisode, oui. Le dernier épisode, on était une équipe de 9 personnes, 2 à la musique, une à la costumerie. L'habillage et la coiffure, c'était une personne aussi à part. Il y avait un cadreur, il y avait un photographe, il y avait moi et il y avait mon compagnon qui est du coup un peu producteur. Il gère un petit peu tout ce qui est ça, production, régie et tout ça. Mais par contre, sinon, non. Ok. Et donc tu me disais aussi, donc t'avais été petit à petit en fait sollicité, et comme je pense aussi ça t'a permis aussi un petit peu de faire des rencontres, comme moi par exemple. Quel a été un petit peu vraiment le déclencheur? Est-ce que tu as eu une rencontre particulière avec un YouTuber en particulier qui t'a donné ta chance et un petit peu d'être mis un peu plus en avant? Que ce soit par exemple Megamax ou quelqu'un comme ça. Vraiment, c'est Megamax qui m'a permis vraiment à ma chaîne d'exploser. Mais si je dois retenir, on va dire 4 personnes, enfin 3 personnes et un événement qui m'ont permis de booster ma chaîne. En premier lieu, c'était les Historiques, le festival de Nota Bene. En fait, il y avait une sélection de bénévoles, j'avais pas été prise, mais j'avais été choisie. En fait, ils sélectionnaient des petits youtubeurs pour venir au festival gratuitement. J'avais été sélectionnée, j'ai eu ma chance, je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais été sélectionnée. Donc du coup, je m'étais rendue là-bas et c'est Noyo, je crois, qui m'avait parlé des Pousses d'Or, donc le festival organisé par les internets. Donc il fallait faire une vidéo et la publier. Et après, tu étais dans une playlist avec plein d'autres personnes. Donc déjà là, ça m'a permis d'être en contact avec plein de youtubeuses ciné. Par exemple, une autre qui a permis aussi à la chaîne d'avoir un petit coup de boost, c'est Dolores Avis, si je me trompe pas. Dolores Critique, je pense. Ouais, Dolores Critique. Et donc du coup, elle avait fait un post en disant, en parlant de tous les dramas qu'il y avait avec le cinéma masculin. Et donc du coup, elle avait mis toutes les youtubeuses ciné, dont mon nom, et ça avait eu beaucoup de visibilité. Donc j'avais gagné 30, 50 abonnés peut-être durant cette période-là. Après, il y a eu Melena. Donc Melena Khan, qui est une youtubeuse et twitcheuse gaming, qui s'occupe du 404 Les Tendances Perdues. Donc c'est un collectif de youtubeurs, de petits youtubeurs avec des sujets atypiques dans des sujets généraux, on va dire. Par exemple, moi, la psychologie de comptoir, la psychologie de personnage dans le cinéma. Necrolaya qui parle des membres du cinéma qui ont disparu, qui fait des retours sur des personnes décédées. Donc du coup des sujets originaux comme ça, dans des sujets vastes, et du coup qui m'a déjà redonné une autre visibilité, qui a fait énormément de communication pour moi aussi. Et puis après c'était Megamax, évidemment. Et Megamax, je crois que j'ai gagné une centaine d'abonnés grâce à lui. Puis ça continue à monter, je gagne de temps en temps 1 ou 2 abonnés au fur et à mesure. Là récemment j'en ai repris un petit peu en passant chez Guillaume. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que de faire partie d'une communauté, ça aide beaucoup, en fait. Ça aide beaucoup à la motivation aussi.
D'accord. Bon, par contre, ce qui m'étonne, c'est quand même, pour avoir été souvent avec toi pour des lives, que ce soit chez Megamax ou autre, on voit quand même que tu es quand même quelqu'un d'assez apprécié par la communauté. Là, ce que je vois, c'est que tu as passé les 500 et je me dis, putain, c'est quand même bizarre parce que ta chaîne a à peu près 600, 6 ans d'existence. Je me dis, tiens, ça, t'as toujours pas passé le cap des 1000. Est-ce que c'est peut-être le sujet que tu fais qui ne parle pas toujours aux personnes? Et justement, du coup, je voulais voir aussi avec ça, quand tu parlais un petit peu de des dramas et tout ça. En 6 ans, tu as pu voir un petit peu l'évolution de cette plateforme. Quel regard sur YouTube tu portes actuellement aujourd'hui? En bien ou en mal? Alors déjà pour répondre à ta question par rapport au nombre d'abonnés, ça c'est juste dû au rythme. Ça a toujours été le fait de pas publier assez de vidéos, ça aide pas. Et je pense que tu vois, truc tout bête, mais quand je suis passée chez Megamax, j'ai sorti une vidéo une semaine après. Donc je pense que déjà il y a des gens qui se sont abonnés parce qu'ils étaient contents de ce que j'ai dit, et il y en a qui avaient gardé ma chaîne sous le pouce pour se dire bah je vais attendre la prochaine vidéo. On regardait la prochaine vidéo et ils se sont abonnés, parce que pareil j'ai eu un pic d'abonnés et un pic de vues à ce moment-là qui était dû à ma visibilité chez Megamax. Mais tout est une question de rythme et c'est pour ça que j'essaie d'augmenter le rythme par la suite. Pour ce qui est de YouTube, en fait avant j'étais très accrochée au monde de YouTube. Particulièrement tout ce qui était SLG, What the Cut, Joueur du Grenier, Bob Lennon. J'ai été beaucoup en convention, donc j'ai beaucoup de photos avec ces youtubeurs-là. J'en ai une avec JDG, une avec Bob Lennon et une avec Y Penser, et Ah, In the Panda évidemment. Et j'avais rencontré il t'a Mr. pas Fox. tripoté. C'est- Je... Lâchons-nous, lâchons-nous. Non, 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 non. Ah, Je je te rassure, repars tu dans les sais, vapes. la semaine dernière, j'ai fait un entretien ciné avec Morgan et son ciné. On s'est aussi bien lâché, donc aucune Non, langue de moi... bois ici. Pardon. Oh, je m'étouffe. Non, en fait, tu vois, si truc tout bête, c'est si je suis appréciée, peut-être que je serais moins appréciée après avoir dit ça, mais moi, je suis pas quelqu'un qui rentre là-dedans, tu vois. Je suis très, très, très posée comme personne, contrairement à dans la vraie vie. Et j'essaye de pas trop entrer, tu vois, dans les trucs comme ça, parce que je sais que c'est peut-être un truc où les gens ils se marrent bien, mais je pense qu'il faut avoir un peu aussi tu as Un les peu de moments recul. où ouais, voilà, c'est ça, parce que on peut se marrer et puis à un moment donné, tu vas se rappeler que bon, c'est quand même des sujets assez sérieux et tout ça, donc voilà. Ça, c'est ma personnalité. Après, je blâme absolument pas les gens qui le font, hein. Ça, je m'en fous. Parce que chacun est libre de réagir et d'intervenir dans l'actualité comme il le souhaite. Après, tant que ça met personne en danger, moi, je pars du principe. Par rapport à YouTube, là, on va revenir par rapport à ta chaîne. Est-ce que pour l'avenir un petit peu de ta chaîne, est-ce que tu as des nouveaux projets qui vont arriver? Est-ce que tu as en tête, par exemple, des nouveaux concepts d'émissions que tu es en train de préparer? J'avais un concept il y a très longtemps, mais ça demande beaucoup de travail. Moi, je suis une grande fan de Beyblade. Mhm. Et je me disais que ça serait sympa de prendre de la psychologie de personnage et de faire des toupies Beyblade basées sur le tempérament des personnes, le tempérament des personnages, et de faire des toupies, vraiment composer des toupies et tout ça. Mais ça demande beaucoup de temps parce que ça demande énormément de connaissances, notamment en termes de modélisation. Mais voilà, c'était un petit projet que j'avais eu en tête et ça s'est jamais fait. J'avais été contactée par une personne qui m'avait dit moi je m'y connais un petit peu en Beyblade si ça t'intéresse, et au final vu que j'avais pas encore retravaillé le projet, ça avait pas été plus loin. Et moi je vais lancer une chaîne Twitch de mon côté. Donc sur le jeu vidéo et sur le cinéma. Je sais pas trop encore ce que je vais faire parce que j'ai déjà des amis qui sont très bien lancés dans le milieu et c'est très impressionnant quand tu as des bons copains qui sont très très bien lancés et qui savent très bien manier le truc. Moi c'est pas mon genre, donc on va voir. C'est une expérience. Je te rassure, moi aussi, je réfléchis un petit peu à Twitch et à voir comment je vais me lancer. Mais c'est pareil, est-ce que je veux faire comme je fais sur YouTube des petits live discussions ou je fais du test de jeux vidéo? Toi, c'est quoi qui te c'est plutôt dans le jeu vidéo ou dans le cinéma pour Twitch?
Je En fait, t'es pensais une grosse faire un... gameuse. Non, non, le gaming, c'était vraiment pour me remettre dans le bain des jeux avec les copains, des trucs comme ça, tu vois. J'aime beaucoup jouer avec les autres et un de mes jeux préférés en ce moment, c'est Stardew Valley. Et je voulais faire un petit peu des lives là-dessus, quitte à être déguisé ou des trucs comme ça. Je sais pas encore. En fait, j'ai plein d'idées, mais je suis le genre de personne à pas croire en moi, donc c'est difficile de me lancer, quoi. Je sais, on avait déjà eu cette discussion en plus. Je vais te poser une dernière question et puis après on va enchaîner avec le film. Là, c'est plutôt par rapport ton rapport avec le cinéma. Tu m'avais un petit peu expliqué d'où est venue cette passion par rapport au film que nous allons traiter. Mais aujourd'hui, avec un œil un petit peu neuf, avec les connaissances que tu as appris que ce soit en fac et de toi-même aussi, aujourd'hui, quel regard tu portes quand tu vas analyser un film? Est-ce que tu es toujours fixé sur le scénario ou tu es aussi un petit peu beaucoup plus focalisé sur la mise en scène, sur la réalisation, sur l'aspect technique? Moi, ouais, non, aujourd'hui, en fait, quand je regarde un film, je regarde les personnages. Je regarde principalement. Parce que là, récemment, j'ai été voir Super Mario Bros. Et j'étais beaucoup sur l'intégration des différents jeux et des différents lores de chaque jeu au film, que j'ai trouvé très subtil et très très bien fait pour le coup. Je trouvais que vraiment les jeux, ils étaient vraiment bien intégrés. Le Mario, le jeu où on peut créer ses propres niveaux, j'ai pas le nom là de tête. C'est pas Super Mais Mario Odyssey? C'est pas l'un des derniers qui était sorti? Super Mario Odyssey? je Je sais qu'il y sais avait pas. des références à ce celui-là aussi. Attends. Ou Super Mario World. Euh, Je sais plus, mais c'était un jeu où on pouvait créer soi-même ses niveaux. Ça avait bien marché, mais je pourrais pas te dire là de tête le nom. Et en fait, j'aimais bien l'intégration et tout ça. Par contre, en général, je regarde beaucoup la création de personnages. Encore plus si je m'ennuie. Si je m'ennuie, je vais m'amuser à vraiment décortiquer les personnages, voir ce que le réal a voulu faire et a voulu apporter. Euh... Sinon, ouais, la photographie, parce que moi j'aime bien la photographie, mais pas dans le sens où je regarde comment les plans sont... Oh si, parfois je regarde comment les plans sont composés, mais plus comment les techniques, enfin, la beauté des plans, les trucs comme ça, si vraiment je m'ennuie. Ça avait été le cas quand j'ai regardé Twilight 2. Euh... Ouais, j'ai regardé les Twilight là récemment, j'ai regardé les 4 la semaine dernière avec des copines. Les 5. Les 5, le dernier était en 2 parties, je crois. Ouais, mais le dernier j'avais déjà vu. Ah, d'accord. Donc les 4. Mm. Mais non, en fait, ce qui est ironique, c'est que Twilight, c'est bien à partir du 3 et encore, quoi. Et le dernier, je trouve vraiment très bien pour le coup. Enfin, c'est vraiment un film que j'apprécie et que je regarde très souvent. Mais ouais, non, moi, c'est toujours les personnages, en fait, que je regarde en premier. Peut-être parce que je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec. Mais après, je pense qu'à vieillir et à... En fait, quand je vais au cinéma et que j'y vais pour le plaisir, j'analyse plus. J'arrive à déconnecter vraiment. Sauf si tu vois, ça me fait un tilt, tu vois. Si je me dis, oh, ça me rappelle quelque chose, je vais approfondir ça comme je l'ai fait là pour Silo dans ma tête. J'ai pensé un peu à approfondir ça. Par exemple, The Idol, tu vois, mon cerveau il se vide quand je regarde. Elle vaut pas le coup cette série? Je sais pas, je l'ai pas encore commencé. Mais... Bah là, moi du coup, je suis chez Guillaume pour en parler. Je sais que Joseph ne regarde pas parce que ça le tente pas du tout. Malicia, elle était mitigée et je crois que Cinéphage, pareil, il accroche pas trop. Il y a que Cinéchaud qui accroche vraiment. Pour ma part, je suis trop mitigée pour dire que c'est une bonne série, quoi. En fait, il y a des bons trucs, mais c'est gâché par plein d'éléments et du coup, en fait, tu pourrais dire que si tu gardais que l'essentiel, tu pourrais en faire un film de 2h30, ça passerait aussi, quoi. D'accord. Parce que la saison, enfin la série, elle a combien d'épisodes? Je sais pas, elle est assez Six. courte, non? Oui, 6. Six. D'accord. Et je pense que ça va pas être plus. Je pense que c'est vraiment l'histoire, elle est concentrée sur ces 6 épisodes-là, en fait. C'est pour ça que je trouve ça dommage de pas avoir fait un film
de cette histoire-là, en fait. Ça aurait pu marcher en film beaucoup mieux que ça marche en série. Ça traîne trop en longueur, il y a trop de trucs qui servent à rien. D'accord. Je pense que, ouais, comme tu dis, il serait pas parti sur diverses sous-intrigues. Il s'est vraiment focalisé sur son histoire de base. Ça aurait été beaucoup plus pertinent, en fait. Ouais, puis ouais, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui sont en trop. C'est dommage parce il y avait vraiment du potentiel autour du personnage de Jocelyn qui est joué par Lily Rose Depp, mais le personnage de Tedros, il est très mal intégré, c'est gros comme une maison, il y a des... Ok. Je te propose on est à peu près une demi-heure. Je te propose qu'on enchaîne avec le film que tu as choisi et qui en plus a une grande influence sur toi. Donc c'est une autre adaptation, très nombreuses adaptations de Peter Pan, qui est sorti en 2003 et réalisé par Paul John Hogan. Et ce que je te propose, c'est que avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on se remate un petit peu la bande-annonce pour mettre un petit peu les idées en place au niveau des visuels. Et Pas de c'est soucis. parti. Ah, ça rend tellement pas justice au film. Pas Ouais, du tout. désolé de l'avoir mis en VF, mais le truc c'est que je voulais voir pour la bande Ah, annonce en VO, mais sauf que la qualité d'image était juste horrible. Donc c'est pour ça que ah j'ai. non, mais en VF, de toute façon, moi je l'ai vu qu'en VF et je trouve que c'est une très bonne VF, c'est juste que ça rend pas du tout justice au film, quoi. Qu'est-ce que tu reproches à la bande annonce en fait? Les plans sont trop rapides. Quand tu vois le contemplatif qu'il y a à faire avec Peter Pan, il est magnifique ce film. Et ouais, je trouve que trop de plans bruts, pas assez de pas pareil d'utiliser, tu vois, Coldplay, de pas utiliser musique du film qui sont extrêmement bonnes, qui sont tellement bonnes qu'elles sont utilisées même dans les émissions sur TF1. De dire. C'est vrai. Donc, comme j'ai dit, en fait, le film est réalisé par Paul John Hogan, qui est un réalisateur australien qui a fait beaucoup de comédies. Je pense en particulier avec Muriel en 94 avec Toni Collette. Il est surtout connu pour avoir réalisé Le mariage de mon meilleur ami en 97 avec Julia Roberts, Amour suspect, Peter Pan en 2003 ou encore Confession d'une accro du shopping en 2009. Et son dernier film date de 2012 qui s'appelle Mental. Et depuis, Silence Radio, ça fait une dizaine d'années qu'il ne fait plus de films. Je ne sais pas si sa carrière est au point mort ou s'il a, il a eu divers projets qui ont été annulés. Peter Pan, c'est un roman qui a été créé en 1911, paru pour la première fois en 1911, mais il était déjà apparu dans un autre roman. Et depuis des adaptations ciné, il y en a eu énormément. Une version muette en 1924, la version Disney de 1953, Hook de Steven Spielberg. Cette version, on a eu aussi, j'aime beaucoup la version de 2015, Pan, avec Hugh Jackman qui joue le capitaine Crochet. Et récemment, cette année, le remake live Disney. Donc, on adore les remakes live Disney. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut et ça me donne pas spécialement envie. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je voulais savoir avec toi déjà avant de commencer, comme tu m'as dit, Peter, cette version-là a eu une grande influence pour toi. Mais déjà aussi de base, quel est un petit peu ton rapport avec l'univers de Peter Pan? Peter Pan, c'était mon dessin animé préféré de Disney. Tellement préféré que la cassette elle est rayée à la maison, hein, tu peux pas la regarder. Et en Le fait, VHS. ouais, la VHS elle est toute rayée. Ça c'est un truc que les gens ils peuvent pas comprendre, ça c'est pas possible. Si vous avez pas vu de VHS, c'est pas possible, vous pouvez pas comprendre. Non, non mais c'est vrai que la cassette elle est complètement rayée, c'était un de mes préférés. Et en fait, je crois que j'ai vu Hook avant d'avoir vu Peter Pan. Mais Hook, je me souviens que je n'ai... En fait, je me souviens juste de... Attention, le spoil, de la mort du personnage de je ne sais plus qui. C'est un des garçons perdus qui meurt durant un combat. Oui. Et en Oui, fait, qui est un petit peu le sous-chef des enfants perdus. Là, je vois de qui tu parles. voilà. Et en fait, du coup, je crois que c'est Luffy, un truc comme ça, non? Qui s'appelle, non? C'est pas comme le personnage de One Piece qui s'appelle. Euh, 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 je sais plus son nom. Mais ouais, du coup, en fait, moi, je comprenais pas ce film, je pense, quand j'étais petite, dans le sens où, pour moi, Peter Pan, c'était Peter Pan, c'était pas Robin Williams, en fait. Et même si je comprends l'attachement que les gens ont pour ce film-là, particulièrement les gens peut-être qui sont nés avant 1997, moi, Rufio.
Rufio. Rufio, putain, rien à voir avec. Ouais. Ouais, qu'est-ce que Bah, je après, dis? il faut dire aussi que Hook de Spielberg aussi, c'est pas une adaptation du roman à proprement Ouais. parler de quand il est petit, puisque à ce moment-là, en fait, Peter Pan a grandi, il a accepté Mm. sa condition d'humain. Ouais. Mais c'est pour ça que du coup, moi, en tant qu'enfant, ça marchait pas parce que Peter Pan, c'était vraiment mon dessin animé préféré. Et le fait que ça soit pas Peter Pan, c'était pas. Enfin, je pense que ça a dû ne pas fonctionner pour moi parce que je me souviens pas l'avoir apprécié plus que ça en étant petite. Mais par contre, Peter Pan 2003, ça m'avait vraiment marqué et je trouve que c'est vraiment une très belle adaptation et surtout une adaptation très qualitative pour un film qui est sorti en 2003. Je trouve que c'est un film où t'as vraiment l'impression que c'est là, quoi. Moi, j'étais pendant des années à rêver de vivre ça, en fait, de tourner, de faire les cascades, les trucs comme ça, hein. Pendant des années, j'en ai beaucoup rêvé de ça. Et ouais, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et encore aujourd'hui, ça reste mon film préféré et je pense que je le re-regarde, je peux citer les répliques par cœur presque. D'accord. Alors, ce que je vois au niveau du casting, donc pour Peter Pan, nous avons Jeremy Sumpter, que j'avais déjà vu dans divers films, mais souvent des rôles secondaires. On a Rachel Hurd-Wood qui joue Wendy. On a Jason Isaacs, donc qui joue Capitaine Crochet et qui en plus joue également leur père. Mhm. Je ne sais pas si on viendra après par la suite si c'est un choix voulu. On a Olivia Williams qui joue leur mère, donc on a quand même un gros casting. Je te propose qu'on enchaîne juste. En fait, j'ai mis. On va enchaîner avec divers extraits du film, comme ça qui peut plus ou moins important. It would be delightful to report that they reached the nursery in time. But then Il there n'y would aurait be pas no d'histoire. story. Voilà. Donc, ça, c'est la première incursion quand Peter Pan vient les chercher pour les emmener au pays imaginaire. Quand tu me disais que le film, voilà, on va plus entrer un petit peu dans l'analyse, avait une grande influence sur toi. Vraiment, qu'est-ce qui t'a marqué lors du premier visionnage de cette adaptation? Bah déjà, je trouve qu'on y croit. Enfin, Mm. sincèrement, le film, je pense qu'on peut le re-regarder aujourd'hui. Tu peux le mettre devant les yeux des enfants aujourd'hui. On y croit. Et je trouve, enfin, quand t'es une gamine qui y connaît rien au cinéma et des trucs comme ça, tu vois ce film-là et tu vois les enfants voler au milieu de Londres, tu vois après les enfants voler au pays imaginaire, tu vois les fées, tu vois la danse des fées et tout ça, tu y crois, enfin, moi c'est ça qui m'impressionne avec ce film, c'est sa beauté et sa capacité à faire croire aux gens que c'est réel en fait, enfin qu'il y a vraiment quelque chose. Et quand tu regardes, moi, le truc qui m'a le plus marqué dans Peter Pan, c'est behind the scene. C'est-à-dire que moi j'avais le DVD, donc je regardais le DVD et après je regardais tous les behind the scene avec les acteurs qui parlaient du film, les réals, et toute l'équipe. En fait, toute l'équipe était appliquée pour expliquer comment se passait le projet. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment des très très bonnes behind the scenes qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs, en haute qualité. Euh, et ouais, en fait, une grosse partie du réel. Enfin, il y a une phrase qui est dite dans les behind the scenes que j'ai re-regardé tout à l'heure et que je suis d'accord, c'est mes enfants, n'importe quel enfant, vont garder ces images pendant un long moment. Et c'est vrai. Je pense que toutes les personnes qui ont vu Peter Pan en étant jeunes ont été marquées par ce film-là et enfin, ils y repensent régulièrement en fait. C'est un film, je trouve, qui est magique et enfin, rien que la bande son, hein. La bande son, elle te donne envie de rêver, hein. C'est vraiment un très beau film, je trouve, de bout en bout. La musique avait été composée par James Newton Howard, si je dis pas de bêtises. Il avait fait quelques films de M. Night Shyamalan, Sixième Sens en particulier, qui me vient en tête comme ça. Mais bon, après, il a une grosse carrière. Il fait encore des compos. Je crois qu'il non, si, il est encore en vie. Je confonds avec un autre. Mais oui, il a une grosse carrière. J'aime beaucoup les envolées lyriques, les scènes d'émotion. Je pense à partir, par exemple, cette scène-là aussi.
la plus belle scène. I think you and I should talk. Voilà. Alors, au niveau des, comme tu m'as dit, t'es très axé aussi sur le traitement des personnages. Comment tu vois le personnage de Peter Pan dans cette adaptation? Il y avait aussi des choses en fait que moi j'étais pas entièrement au courant, en tout cas que je me rappelais plus. C'est par exemple le fait un petit peu de montrer la fée Clochette un petit peu de façon négative. Il y a un petit peu cette pseudo-rivalité entre Wendy, la fée Clochette, qui est très attirée par Peter Pan, et forcément elle est jalouse que Wendy commence à s'immiscer un petit peu dans la vie du jeune garçon. Alors la construction de personnage, je pourrais peut-être pas tellement en parler parce que je l'ai jamais analysé en profondeur. Mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, c'est vrai que le personnage de Clochette, c'est un personnage qui est assez classique. C'est-à-dire c'est un personnage qui est à la fois positif et négatif, dans le sens où c'est pas un mauvais bougre, c'est pas un mauvais personnage, mais par jalousie, elle va faire beaucoup de choses qu'elle va regretter par la suite, et il va y avoir tout un arc de rédemption. Ça peut être le cas par exemple de... je vais pas oublier, j'ai oublié son nom. Du méchant dans le premier Chapeauté. Je ne me souviens plus du nom. Alors tout le monde se souvient du deuxième. Oui, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, en fait, c'est le même principe, c'est que c'est des personnages qui sont dans une période où ils sont en difficulté, ils sont pas encadrés comme il faut, et ils vont tomber dans les mains de la première personne qui veut bien régler leurs problèmes, quoi. Et c'est très très commun comme construction, mais c'est ce que j'apprécie en effet, c'est que Clochette, elle est ce qui va faire basculer l'histoire en fait. Sans elle, peut-être que Crochet aurait beaucoup plus galéré, et ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de réussir sa mission que ces conditions-là. Mais d'ailleurs, tu parlais du fait que Jason Isaacs il joue le père et à la fois le capitaine Crochet, mais je pense pas que ça soit anodin en fait, parce que tu disais, je sais pas si c'est une question de... Pour moi, c'est parce que tu peux faire un parallèle entre les deux. Entre le fait que le père de Wendy, de Wendy veut détruire son enfance en la faisant grandir, et Crochet veut détruire Peter Pan, qui est une figure de l'enfance. Et donc du coup, je pense que c'est pas anodin, et je crois qu'ils ont deux répliques qui sont similaires. Je pourrais pas te dire de tête lesquelles, mais ils sont très similaires les deux personnages, et je pense que c'est pas anodin qu'ils aient choisi que ça soit interprété par les deux mêmes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles comme ça qui sont faits. Justement, j'y pensais parce que là, j'ai regardé Lilo et Stitch hier. Et il y a la scène où t'as Gantou, non pas Gantou, le grand méchant qui se fait mordre le doigt par Stitch. Et il dit, oh, vous voyez un début d'infection. Et après, plus tard, quand Lilo mord la petite gamine avec qui elle se bat, la gamine a fait, vous voyez un signe d'infection? En fait, elle dit la même chose. Et en fait, du coup, c'est des parallèles qu'on fait un petit peu juste pour montrer que les personnages ont pas le même background, mais ils ont un peu la même vie, dans le sens où ils ont leurs grands ennemis, leurs parents et tout comme ça. Et qu'ils peuvent être très proches par des choses alors qu'ils sont très éloignés d'un point de vue de personnalité, quoi. Le personnage donc en plus joué par Jason Isaacs, donc comme tu l'as dit, qui joue aussi le capitaine Crochet. J'aimais beaucoup un petit peu son traitement dans le film, par le fait que avec la scène que je viens de voir, où tu as l'impression qu'il a aussi cette solitude. Il y a une certaine mélancolie aussi qui découle un petit peu du personnage, comme s'il avait quand même aussi cette envie d'être aimé, et le fait d'être le capitaine, d'avoir ses soldats, ou son second, je sais pas comment il s'appelle, le Monsieur second. Mouche. Monsieur Mouche, voilà.
Il y a, il y a vraiment cette version du personnage plus que les autres adaptations. Euh, Ça reste le méchant du film, mais on est des fois aussi en attachement avec ce personnage. Je trouve aussi que Jason Isaacs est vraiment peut-être l'un des meilleurs capitaines Crochet que j'ai vu au cinéma. Mais il y a cet attachement que j'avais pas retrouvé, par exemple, que ce soit chez Dustin Hoffman ou je sais pas qui c'est qui joue dans la version récente du remake là. Je crois que c'est Ewan McGregor, je crois, non? C'est pas Jude Law dans le dernier? Ah, Jude Law. Ouais, Le tout oui, dernier, c'est Jude Law oui, dans le Crochet, remake je live. crois. Ok. Il y a cette scène aussi quand tu parlais un petit peu par rapport à le fait de vouloir pas faire grandir juste c'était par rapport à Wendy. Il y a cette scène vers la fin aussi. What is this I see? There is another in your place. J'aime énormément le travail des couleurs. Ça s'appelle un mari. Voilà. C'est ça qui est génial avec le personnage de Crochet, comme tu dis, c'est qu'il a le côté très émotif et il a plein de nuances. Et en même temps, c'est vraiment, je trouve, un vilain cruel. Il est vraiment cruel dans sa méthode, dans son fonctionnement. Et sa manière de manipuler les autres, enfin, je sais pas, je trouve que il est vraiment parfait. Je trouve que c'est vraiment un Crochet qui n'est pas ridicule, en fait. Il fait vraiment flipper au final. Il galère parce que Peter Pan est beaucoup plus fort, parce qu'il peut voler, parce qu'il est jeune et tout ça. Mais dès qu'il a la main sur le problème, c'est lui qui est en plein pouvoir. Il y a pas à chier. C'est le capitaine Crochet, il est au-dessus. Et en fait, le truc, c'est que c'est tout au fait que lui, c'est un adulte. Et que les adultes, je pense qu'il y a une représentation cruelle du monde des adultes. C'est que les adultes, s'ils ont plus l'âme d'enfant, bah, c'est des gens qui sont cruels, en effet, quoi. Bah, il y a justement avec la scène qu'on avait vue avant quand ils se tournent autour et qu'ils sont en train de voler. Après, il y a une sorte de mini engueulade entre Wendy et Peter Pan où justement Peter refuse de grandir, hein, qui est la thématique propre du personnage de Peter Pan. Et toi, en fait, le rapport que tu as à Wendy, comment tu vois le personnage qui, justement, tu as l'impression qu'elle marche un petit peu au feeling, elle vit au jour le jour, elle est là, ben oui, ben à un moment, je grandirai, je fonderai une famille. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu en faisant mes recherches qu'en fait, il y avait une scène qui avait été. Pour lors du final qui avait été coupée où en fait on voit Wendy qui est devenue adulte et elle revoit Peter Pan. Et en fait, Peter Pan est un petit peu triste de voir Wendy en tant que devenue une femme et il découvre dans la chambre sa fille et Peter Pan emmène sa fille au pays imaginaire comme une sorte de boucle sans fin, on va dire. Et toi, je sais pas si par rapport à la cause, la représentation un petit peu de la femme au cinéma, comment tu voyais le personnage de Wendy dans le film? En fait, le personnage de Wendy, il est particulier parce que, bon, je sais pas ce que je ressentais à l'époque pour ce personnage-là, mais en fait, je pense que, tu vois, là, on a revu durant la bande-annonce, elle dit jamais, c'est terriblement long. Mais en fait, Wendy, elle est prise entre deux feux, c'est que pour elle, elle est trop jeune pour grandir, mais en même temps, elle sait qu'elle n'a pas le choix. Parce que c'est la vie et on peut pas rester éternellement un enfant, que ses parents ils l'attendent et ça elle le sait. C'est pour ça que en fait la fin qui avait été tournée c'était dans le but je pense de faire un deuxième film et c'est pour ça qu'ils l'ont jamais gardé parce que du coup c'est sorti en 2003 donc je crois que Peter Pan 2 était déjà sorti à l'époque. C'est la version de Disney. En fait, à ce que je vois, en fait, le film a été un petit échec parce que le film avait coûté quand même assez cher, 130 millions, et il en a rapporté il en a rapporté 122. Donc, échec. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de suite.
Bah non, parce que du coup, à l'époque, ça, ils pouvaient pas le savoir. Oui. La scène, ils l'ont coupée avant. Je pense que c'est surtout que la manière dont le film se termine, il se conclut très bien. Et je pense qu'il n'y avait pas de matière à faire autre chose dans la mesure où Crochet était, désolé pour ceux qui vont voir le film après, mais Crochet était mort et que les enfants perdus sont adoptés. Du coup, Oui. dans le pays imaginaire, il ne reste que Peter Pan, les sirènes, les fées et Clochette. Mais du coup, les pirates, ils sont pareils. Je crois qu'au final, ils finissent tous par-dessus bord. Donc, on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé aux pirates. Donc, du coup, il y a plus le crochet. Il y a plus l'ennemi principal. Et surtout, il n'y avait plus les enfants perdus. Donc à part si ça aurait rendu le côté un petit peu cruel de Peter Pan qui renlève des enfants pour refaire une ligue des garçons perdus. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient que le film se terminait très bien comme il était comme ça avec Peter Pan qui repart au pays imaginaire et Wendy qui le regarde s'envoler par la fenêtre comme si elle regardait son enfant s'envoler par la même occasion, tu vois. Par contre, au personnage de Peter Pan, parce que avec tout ce que tu viens de me dire, le fait que maintenant les enfants sont plus là, qu'il n'a plus d'ennemis à affronter, en fait, en soi, je comprends pas en fait pourquoi il fait pas une corrélation avec le film de Spielberg. Je me dis, tu reviens au pays imaginaire, mais tu te retrouves tout seul. Il a quand même une certaine solitude. Je ne comprends pas pourquoi il pourrait pas accepter sa condition de revenir sur Terre pour grandir. Bah, en fait, dans la personnalité, Peter Pan, il est. Enfin, je me fais peut-être une idée parce que je l'ai pas revu depuis assez longtemps, mais en fait, Bien Peter sûr, Pan, c'est. c'est l'interprétation de chacun, bien sûr. Ouais, mais je pense que Peter Pan, en fait, il évolue pas. C'est ça, Peter Pan, il n'est pas là pour évoluer, il est là pour faire évoluer Wendy. Comme dans Jojo Rabbit, le personnage de Taika, dont je ne peux pas prononcer le nom au risque de te faire striker, le personnage de Taika, il n'est pas là pour évoluer. Enfin, il est là pour évoluer dans le sens où il faut qu'il devienne le vrai pour que le gamin comprenne ce qu'il est vraiment. Mais en soi, il évolue pas parce qu'il évolue, il évolue parce que le gamin évolue. Le gamin, il apprend des choses et donc du coup, c'est comme ça que ce personnage-là évolue. Et en fait, Peter Pan, c'est pas un personnage. Je pense que c'est un personnage fonction. Il est, il aime son monde en fait, et il a encore beaucoup de choses à y faire parce qu'il y a encore les Indiens, il y a encore les sirènes, il y a encore les pirates parce que les pirates a priori ils ne sont pas morts. Le crocodile il s'intéresse que à Crochet, donc les pirates ils sont pas morts. Je crois que d'ailleurs il y a une scène où on les revoit à la fin. On Possible. les voit sur des planches de bois. J'ai un doute si je confonds pas avec le Peter Pan 2. Mais du coup, les pirates sont pas morts. Et il y a toutes les fées. En fait, c'est son monde à lui. Donc du coup, je pense que c'est pour ça en fait, c'est pas un personnage qui a pour but d'évoluer vers le fait d'accepter sa condition. Ah oui, de ce que je vois, en fait, c'est Peter Pan, en fait, il prend le commandement du navire. Oui, c'est vrai, oui, mais à la fin, en fait, lui, il prend le commandement du navire, mais avec les enfants perdus. Mais après, il y a encore plein de trucs qui pourraient encore emmerder les pirates alors qu'il n'y a plus Crochet. Enfin, il y a encore plein de possibilités pour lui. C'est juste que, en fait, tu vois, il n'y avait pas de matière à en faire plus. Ça, le truc, c'est que Peter Pan, son histoire à lui, elle est sympa, mais on s'en fiche. L'important, c'est que Wendy, elle se rende compte que, bah, être une enfant toute sa vie, c'est pas drôle. D'accord. Bah, du coup, en fait, outre l'univers enfin même si tu es fasciné par les films Peter Pan, pour toi, c'est pas forcément Peter Pan le héros qui t'intéresse le plus, c'est vraiment la conception qu'a Wendy par rapport au pays imaginaire, la notion de grandir, d'évoluer, en fait, c'est ça? C'est plus Ah ça qui oui, t'intéresse? oui, clairement, de toute façon, on peut le sentir dans beaucoup d'adaptations, excepté forcément celle de Hook. Je sais pas si c'est le cas des autres non plus, mais en général, de toute façon, Peter Pan, enfin, de mon point de vue, je pense que Peter Pan n'est pas fait pour évoluer. Wendy est faite pour évoluer à travers Peter Pan. Et de toute manière, la plupart des adaptations, sauf celle de Once Upon a Time, Ou parce que Pan,
Pan, parce que ça a raconté en fait le début de l'amitié entre Peter Pan et le Capitaine Crochet avant qu'ils deviennent ennemis. Mais ça, c'est un mythe. Ouais, mais tu vois, du coup, c'est une autre évolution parce que c'est une évolution un peu croisée dans le sens où on va montrer l'avant Peter Pan, mais toute l'histoire avec Wendy, a priori, c'est pour l'évolution de Wendy qu'on le fait, pas pour l'évolution de Peter Pan. Donc après, il faut voir le dernier, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas affirmer là-dessus. Mais ouais. Par contre, ce que tu disais en fait par rapport à Once Upon a Time, la série, comment il est traité, le personnage de Peter Pan, il est traité un peu négativement, non? Le personnage de Peter Pan, c'est... Oh putain, ouais, mais je peux rien dire sans spoiler en fait. En fait, le personnage de Peter Pan, c'est basé sur le fait que Peter Pan, c'est un kidnappeur d'enfants. En fait, Peter Pan, il kidnappe les enfants perdus, il kidnappe des orphelins, enfin pas que des orphelins, il kidnappe des enfants qui sont perdus. Par exemple, dans le parc, tu as perdu ton enfant des yeux 2 secondes, bah Peter Pan, il peut l'avoir enlevé en fait. Et Crochet, c'est du coup, à la base, c'était un navigateur classique. Enfin, c'était un soldat de l'armée anglaise de souvenirs. Et du coup, qui s'est retrouvé projeté dans le monde de Peter Pan, son frère se fait assassiner et c'est comme ça qu'il devient Capitaine Crochet. En fait, c'est pour la vengeance de son frère. Donc, ouais, donc en fait, dans cette série, en fait, on inverse un petit peu les rôles sur le bien et le mal entre la dualité Peter Pan et Capitaine Crochet. Ok. Par rapport au film de 2003, est-ce qu'il y avait encore quelque chose que tu voulais rajouter qui t'avait marqué? Est-ce que par exemple, c'est cette question que j'avais jamais posée, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui représente vraiment l'essence du film? Bah, l'essence du film, c'est la danse des fées. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, on a une des meilleures compositions musicales du film. Mais aussi, en fait, on a la scène qui représente le plus le film, que ce soit dans sa beauté, dans la construction des personnages, parce qu'on en a 4 sur cette scène-là. On a le Clochette, on a Capitaine Crochet, on a Wendy et on a Peter. On est sur un arc important pour Peter et Wendy, puisque du coup, ça va être la dispute où elle, finalement, elle va lui dire qu'elle ne peut pas rester une petite fille toute sa vie. Et de l'autre côté, on a Crochet et Clochette qui sont dans le mouvement de la suite de l'intrigue, de comment Crochet va piéger Peter. Et c'est surtout, en fait, d'un point de vue technique, la scène qui représente le plus le travail en amont du film, à savoir que tout le décor au sol, ce sont des décors faits main. En fait, c'est un film qui a très peu de décors en CGI. Il y a beaucoup de fond bleu pour donner de la profondeur à la forêt ou pour le ciel, par exemple. Mais il y a énormément de travail avec du décor en réel. Toute la scène où, quand ils se disputent, ils redescendent, il y a vraiment des arbres autour d'eux. C'est pas juste genre ils sont sur un fond bleu puis on les remet ils sont vraiment dans un décor avec des attaches qui les descendent au fur et à mesure. Et du coup, ça montre donc cet aspect-là. Ça montre aussi le travail qu'il y a eu, les 7 mois d'entraînement pour apprendre à voler. Parce que voler, c'est extrêmement dur. C'est soit des harnais comme ça, soit des harnais en cercle qui sont très difficiles à manier. Donc, il faut beaucoup de musculature pour pouvoir les manipuler. Les combats à l'épée aussi. L'acteur principal, il a dû s'entraîner aussi à l'épée pour les combats. Exactement. Et il y a aussi tout l'aspect du coup CGI avec les fées. Parce que Clochette, à la base, ça devait être un personnage tout en CGI inspiré d'une actrice française, Ludivine Sagné. Et du coup, en fait, ils se sont rendus compte qu'elle donnait tellement au personnage qu'en fait, ils ont gardé son visage. Et après, il y a une partie en CGI pour les plans mobiles, donc du coup au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau des plans lointains, les mouvements des fées, les trucs comme ça, il y a beaucoup de CGI. Et il y a toute la danse avec les fées qui est magnifique à regarder, même en pré-prod, parce que même avec le fond bleu, c'est magnifique, la robe et tout ça. Et après, tout le rajout... En fait, c'est un film
on peut pas se contenter de regarder juste le film. Il faut regarder aussi les behind the scenes, parce que les behind the scenes, ils montrent les costumes, les décors, la CGI, l'entraînement de chien, l'entraînement de vol, l'entraînement à l'épée, les cascades, ils montrent tout. Et en fait, c'est ça qui fait de ce film un des meilleurs films que je connaisse, c'est que au-delà du film, il y a énormément de décortiquage de tout ce qu'ils ont fait pour montrer à quel point, enfin, si c'est un cas d'école pour moi. Si tu sais pas comment est fait un film, regarde ce behind the scene là, parce que ça montre le travail monstrueux qu'on peut faire pour montrer des aspects réalistes d'un film, que ce soit sur les maquettes, sur les conceptions du bateau. Le bateau, il est fait, quoi. Les acteurs, ils peuvent se balader au pied, ils montrent comment ils font bouger le bateau avec des systèmes, je pense, de pression en dessous et tout ça. C'est magique. Je trouve que c'est un film qui est magique de bout en bout. Même cette scène à un moment aussi, quand la première fois qu'ils s'affrontent, je sais plus, ils sont dans une sorte de vieux château un petit peu détruit. Et au moment où tu as du nouveau à la fin le crocodile qui revient, cette scène est aussi, même pour un film pour enfants, je la trouve assez terrifiante, parce que voilà, on voit des squelettes et tout ça. Enfin, il y a aussi, comme tu l'as dit, il y a un vrai travail sur le décor qui a été créé. Et là où justement aujourd'hui, on se plaint souvent du trop plein numérique, là le fait de mélanger effets numériques et effets pratiques ou tournés en studio, bah, ça donne vraiment une belle authenticité au film, un petit peu, quand aujourd'hui on a cet émerveillement qu'on a tendance un petit peu à oublier dans les productions actuelles. Ben oui, et c'est dommage, parce que quand tu sais les budgets que les mecs ils ont, là tu vois, c'est fait avec 130 millions. Bah, en fait, il y a 130 millions, et je suis sûre que la moitié, elles sont passées dans le décor physique, quoi. C'est impressionnant. Et le film, pareil, il a mis du temps à être produit. Il y a eu 9 mois de tournage et 8 mois avant sa sortie en salle. Bah, tu te dis oui, parce que c'est nécessaire. Et c'est pour ça que le film, il est si beau. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de films qui sont bâclés de nos jours. Et d'ailleurs, ça se sent aussi, par exemple, tu vois, truc tout bête, mais tu regardes Ant-Man Quantum Mania et tu regardes Les Gardiens de la Galaxie 3, qui n'ont pas eu du tout le même temps de production. Bah, ça se sent carrément, parce que le travail, ne serait-ce que de prendre du temps pour faire les plans. Je veux dire, le dernier plan où Peter s'envole après le baiser caché de Wendy, quand il s'envole dans le ciel, ce plan-là, ils l'ont fait mais un nombre de fois incalculable, et à chaque fois, du coup, c'est dans le behind the scene qui s'appelle À travers l'œil de Capitaine Crochet. On voit le nombre de prises qu'ils font, c'est au point qu'à la fin c'est écrit prise 11 000, alors bon, c'est exagéré, mais tu vois le nombre de prises, je crois qu'ils en ont fait peut-être facilement une trentaine, c'est sûr, pour ce plan-là, parce qu'ils avaient le temps, parce qu'ils ont pris le temps, parce qu'ils ont une équipe, enfin, l'équipe elle est monstrueuse sur ce film, sincèrement c'est impressionnant. Et c'est ce qu'il disait, c'est que c'est très dur de travailler avec des enfants, parce que quand tu travailles avec 4 enfants au harnais, t'es obligé d'avoir ils appellent ça les Blueberry Men, les mecs qui sont habillés en bleu sur les blue screens pour pouvoir les retirer après, et qui maintenaient les gamins droits, parce qu'en fait, sinon, il aurait fallu refaire plein de fois les plans, que là, au moins, ils leur maintenaient les jambes, les gamins, ils avaient juste à contracter les abdos, et ils les maintenaient comme ça pour dire, bah, ils volent droit, en fait, vers le pays imaginaire et tout ça. C'était beaucoup de travail, en fait. Il y a énormément de travail. Puis même, comme tu disais, sur le travail de la couleur, le travail de la couleur, il est magique, en fait. Ça rend tout... À ce que je vois, en fait, le directeur de la photographie s'appelle Donald McAlpin, et quand je vois son travail, ben, c'est un mec qui a souvent travaillé sur des films à un univers très foisonnant. Il avait fait Moulin Rouge de Baz Luhrmann, il a fait Le Monde de Narnia. Donc en fait, quand je vois que c'est lui qui s'est occupé de ce Peter Pan, je ne suis même pas étonné. Non, mais vraiment, visuellement, ce film, il est vraiment parfait quand tu sais que c'est sorti en 2003. Tu pourrais peut-être pas dire que ça soit sorti aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'on fait en termes de CGI, et je pense que par exemple, un truc dont ils auraient profité aujourd'hui, c'est, tu sais, l'écran là, l'écran géant qu'on retrouve beaucoup sur les plateaux en ce moment. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est sur des tournages, ils font un écran
énorme Mhm. qui prend tout le set. Et en fait, ils diffusent des images en direct pour donner un aspect réaliste avec un fond, au lieu de mettre un fond vert et de l'incruster derrière. Ils l'ont utilisé sur des tournages très récents et aussi sur le tournage de Reflex Min Depth. Donc, je vois un peu de quoi c'est. Mais je pense, tu vois, c'est une genre de technologie qu'ils auraient pu utiliser aujourd'hui sur le plateau, tu vois. Mais par contre, en fait, c'est là, en fait, que je trouve que le film, il est bien, c'est qu'il y a vraiment... Enfin, tu te dis, c'est 2003, quoi. 2003, on n'est pas ultra avancé sur la technologie, on n'est pas sur Avatar. Avatar, c'est 7 ans après. Bah, tu te dis quand même que tu peux y croire. Tu regardes avec un œil d'adulte, forcément, tu vas voir peut-être parfois les effets de fond vert. Quand ils volent dans Londres, c'est pas ultra parfait. Mais tu te dis, pour un gamin, regarder ça, c'est magique. C'est vraiment, on y croit. Alors, petite dernière question et après on va conclure parce que c'est vrai que là on est très présent pour vanter le film et en plus pour toi qui a une relation particulière avec ce Peter Pan, est-ce que comme tu l'as dit 20 ans après, est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses avec un œil nouveau qui te dérangent par rapport au film au niveau des défauts? Est-ce qu'il y a certaines choses qui auraient pu être changées, qui disent ah ça ils auraient pu le faire autrement, ça aurait peut-être un peu moins vieilli peut-être? En vrai, je pense que le film vieillit très bien parce que justement ils ont pris les bons choix. Parce que en fait, les trucs qui vieillissent mal, c'est les effets spéciaux. Tous les effets de vol particulièrement, les effets de vol de loin ou les les moments où ils volent au-dessus de Londres, parce que c'était pas possible de le faire autrement. Et malheureusement, en fait, ça c'est dû au fait que la technologie était pas assez avancée à l'époque pour le faire. Mais il faut quand même reconnaître le mérite que le film a fait vraiment beaucoup avec très peu de technologie pour l'époque et que en fait Malgré son budget conséquent, parce qu'en 2003, 130, c'était quand même beaucoup, hein. ah bah oui, mais en même temps, quand tu regardes les behind the scenes, tu peux pas douter de pourquoi il y a 130 millions qui sont investis, rien que payer l'équipe pour ça. Puis les effets, tout le décor, il est en brut. Hein. La scène dont tu parles avec dans le rocher du crâne, avec les cadavres qui sont dans l'eau, les trucs comme ça. L'eau, elle est vraiment là. Ils sont vraiment dans l'eau, toute la baie baigne dans l'eau, c'est pas juste les scènes avec les enfants, ils sont dans un bac et puis on les filme comme ça, tout est dans l'eau, les décors ils sont en brut, c'est fait tout en harnais, donc du coup il y a juste les harnais effacés, il y a presque rien en fond vert de souvenir, il y a les tirs, il y a tout, et le truc c'est que c'est ça l'avantage du film, c'est pour ça qu'il vieillit bien, c'est qu'il y a très peu d'effets spéciaux sur le moment. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, il y a tout le décor, il est en brut, ce qui permet au film de bien vieillir parce que du coup, quand ton décor il est en CGI, bah il y a des trucs qui vont très mal vieillir. Il y a des choses où, par exemple, une scène qui vieillit mal, c'est la scène où, une fois qu'ils sont arrivés au pays imaginaire, on rentre par la forêt vers le bateau pirate. Et du coup, on voit toutes les fleurs refleurir parce que du coup, le printemps revient grâce à Peter. Et cet effet-là, tu vois qu'il est très mal vieilli parce que c'est quasiment que de la CGI. Et en fait, c'est de la CGI et avec une arrivée sur une maquette. Mhm. Et en fait, le truc, c'est que là, tu sens que l'effet, il est mal vieilli. Les fleurs qui s'ouvrent, on voit que ça a 20 ans. Mais par contre, le film en lui-même, il peut pas mal vieillir parce que tout est fait en brut. Tu regardes les arbres, t'as vraiment l'impression que c'est des arbres, t'as l'impression, tu les vois graffer les feuilles une par une au pied de l'arbre pour faire du lierre et tout ça. Enfin, je pense que c'est pour ça que le film il vieillit très bien, selon moi. Même cette scène que tu me dis avec les fleurs, le fait qu'en plus on soit plus sur Terre et qu'on soit dans le pays imaginaire, on a aussi cette incrédulité qui fait qu'on, malgré les effets spéciaux qui peut-être peuvent vieillir, on a cette incrédulité pour dire je peux l'accepter aussi. Voilà, puis le plan il dure quoi 10 secondes à tout péter. Tu t'as pas envie de blâmer un film qui a 20 ans pour ça en fait. Enfin, puis même l'apparition de l'île imaginaire, enfin,
elle est magnifique, quoi. Il y a... Juste avant, quand ils sont dans l'espace, quand ils quittent la Terre et qu'ils sont un petit peu dans l'espace, ils se tiennent la main, enfin, Oui, ils se tiennent le pied le plutôt. pied, oui, comme ça, à se suivre et tout, ça, c'est assez marrant. En fait, c'est tellement des plans très courts et je pense que c'est pour ça aussi que le film vieillit bien, c'est que les plans en vraiment 100% de CGI, ils sont très courts, ils sont surtout centrés autour de clochettes. Donc, t'as cette illusion-là où, tu sais, tu regardes pas tellement, en fait. Tu vois le film dans sa globalité et tu te souviens vraiment des envolées, des scènes, tout ça. Je pense que le film, il vieillit plutôt bien, en fait, pour un film qui a 20 ans. Peut-être que dans 40 ans, il pourra pas vieillir aussi bien parce qu'on fera des choses en CGI qui seront tellement au détail qu'on sera habitué. Mais en fait, ouais, je pense que le dur, ça vieillira toujours mieux. Les décors en dur, ça vieillira toujours mieux que les décors en CGI. Et je pense que le dernier Thor le prouve très bien, c'est que même aujourd'hui, en fait, les gens, ils sont trop habitués au parfait. Ils sont trop habitués au qualitatif, aux productions qui mettent du temps, mais qui en ressortent très bien. Et donc, du coup, quand c'est fait à l'arrache, bah, le problème de la CGI, c'est que tout se voit, en fait. Tu vois très vite les défauts de la CGI. Là où, par contre, le dur, tu peux pas. Tu peux pas parce que si y a un truc qui traîne dans le décor, il faut le regarder plein de fois pour le voir, sauf si c'est vraiment un gros truc. Les harnais, tu vois, les mecs ils savent qu'il y a les harnais, donc du coup ils vont travailler là-dessus. Que par contre si le décor est 100% en CGI, tu vas te dire oh ce truc-là je vais le finir en dernier, puis du coup le mec il va dire attends, c'est bon on a l'habitude, je le vois le gros truc là que t'as pas fini et tout ça. Donc c'est ça qui rend un film très dur à faire en CGI et c'est pour ça que, petit aparté, mais les films comme Avatar qui se disent oui on va sortir tous les ans un nouveau film, j'y crois pas. J'y crois sincèrement pas parce que avec un travail aussi énorme sur la CGI qui a besoin de tellement de détails, de revérification, de concentration, de temps de travail énorme, je ne veux pas croire que des films comme ça se terminent en un an. Et je suis sûre qu'on va avoir des projets comme ça qui disent oui, oui, on sera prêt dans 3 mois De toute et façon, soit... je crois les suites d'Avatar, ils ont été décalées parce que je crois le 3 devait sortir pour 2024, ça a été décalé à 2025 et le 4 aussi, je crois 2028-2029. Donc c'est bon, c'est Oui, peut-être oui. aussi les choix de Disney, hein, ça c'est un autre débat. Mais... Oh non, je pense que c'est... Au contraire, je pense que ce serait plutôt un choix de Cameron. Disney serait plus sur la sortie très rapide. Comme là, enfin, c'est pas Disney, mais le Spider-Verse. Spider-Verse, c'est pas Disney, de souvenir. C'est Sony, c'est Sony. C'est Sony. C'est bien ce qui Ouais. me semble. Bah, du coup, tu vois, là, ils sont déjà à dire, ouais, ça a marché, donc du coup, on va ressortir un autre bientôt. Et je pense que Disney, c'est ce qu'ils se sont dit. Avatar a eu un énorme succès, encore plus que ce qu'ils avaient imaginé. Et donc, du coup, ils se sont dit, eh, vas-y, en 2024, on en sort un nouveau. Puis James Cameron, il est arrivé, il a fait, non, non. Parce que je vois pas James Cameron être quelqu'un de prétentieux à ce point. Je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment dans le métier, qui a travaillé sur suffisamment de gros travaux pour avoir conscience que Avatar, ça a besoin de temps. Et c'est pour ça qu'Avatar 2 a marché en termes d'effet, je pense aussi. C'est que quand les gens sont arrivés, ils ont vu le film, ils ont dit ah ouais, mais on y croit trop. Bah oui, mais pourquoi? Parce que ça a pris des années à le faire. Et là, ça ne m'étonne pas qu'il l'ait repoussé. Parce que bah justement, quand j'ai vu qu'il disait oui, finalement, pas 2024, 2025. Bien sûr que oui. Ça n'a rien d'étonnant quand tu fais des décors principalement en CGI où tu as besoin d'un réalisme avec un œil qui est de plus en plus préparé à voir les défauts de la CGI. Moi, un défaut de CGI que je vois beaucoup, c'est celui de... À chaque fois que je regarde le film, c'est celui de Infinity War. Ah, attends, que je dis pas de bêtises. Infinity War, c'est celui où Thanos gagne. C'est ça. Oui, oui, c'est le final. Oui, où t'as les gens en fait qui se transforment en poussière, c'est ça. Donc, dans Infinity War, à la toute fin, il y a un plan avec le Captain et toutes les personnes qui ont survécu qui arrivent autour de lui. La tête de Hulk, par pitié, mais comment elle a été intégrée? J'ai l'impression qu'ils ont oublié, puis ils se sont dit oh, on a oublié d'intégrer la tête de Hulk, vas-y, on va la rajouter comme ça. Vraiment, ça me perturbe. À l'œil, je le vois direct. Et parce que notre cerveau, il est programmé de plus en plus à tolérer la CGI comme étant quelque chose de réaliste.
Et donc, du coup, quand elle n'est pas assez réaliste, les gens, ils le voient. C'est ce qui a pas marché avec Quantum Mania, c'est que Quantum Mania, il est très beau en termes de jolis décors et tout ça, mais ça suffit pas, en fait. C'est pour ça que moi, je suis pour le travail en décor, le plus possible Naturel. en décor naturel, ouais. Que ça coûte, je pense que ça coûte cher. Parce qu'il faut payer toute l'équipe pour faire les maquettes, pour faire après les build-up en taille réelle, mais ça vaudra jamais. Enfin, quand tu regardes Alice au pays des merveilles, les meilleurs plans, c'est ceux où ils sont dans des décors qui sont mi CGI, mi Celui de Tim pratique. Burton? Ouais, celui de Tim D'accord. Burton. La partie pratique, quand elle est dans la tasse ou des trucs comme ça, bah tu t'aimes bien en fait. Pareil, toutes les robes, tu vois, il y a pas très peu de CGI sur les robes, tout est naturel, tout est fait. Bah tu les vois, tu vois la matière. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on perd parce qu'il y a beaucoup de tenues même aujourd'hui qui sont faites en CGI, ce que je ne comprends pas. Quand on voit le talent de certaines artistes et certains artistes aujourd'hui dans le monde du décor, je comprends pas qu'on essaye de plus en plus de se tourner vers l'informatique parce que bah, l'informatique Ça ça réduit les vieillit coûts. mal. Ça Ça réduit les réduit coûts. les coûts en effet, mais du coup ça vieillit très mal. L'informatique ça vieillit très mal. On le voit quand on regarde des très vieux films, ça vieillit pas si bien que ça en fait. Bah, en fait, c'est ça, c'est quand le film va sortir, les gens vont être éblouis. Et puis, en fait, j'ai l'impression que peut-être les studios, en fait, ils focalisent pas une œuvre un petit peu sur la durée. Ils se disent pas que ouais, le film va marcher à ce moment-là, va apporter on va recevoir notre argent. Mais par contre, dans 10, 20 ans, quel impact tel et tel film va garder sur l'inconscient collectif. Par exemple, ce que tu disais, il y a un film que j'adore énormément qui arrive à mélanger un petit peu l'effet pratique et le numérique et qui est sorti il y a un peu moins de 10 ans et qui marche toujours aussi bien, c'est Mad Max Fury Road, où George Miller décide de tourner dans le désert. Il y a quelques petites scènes, genre par exemple la scène de la tempête, mais ils ont tourné dans le désert, ça fait des images de dingue. Il fait une explosion plutôt que de la faire numériquement. Je dis, non, 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 ton véhicule, je vais le faire exploser. Et tout de suite, ça donne un autre cachet au film, tout simplement. Ah mais clairement parce que bah ouais en fait le visuel le visuel du réel c'est réel donc du coup il n'y a pas d'effet il n'y a pas de oh là il va y avoir un défaut non il peut pas y avoir de défaut parce que c'est là donc à part des défauts genre des oublis d'accessoires qui traînent dans Indiana Jones le mec qui passe avec sa tenue qui est pas du tout dans le thème enfin c'est des détails, des micro-détails qu'on voit parce qu'on regarde le film et qu'on regarde le film et qu'on s'amuse à les décortiquer. Mais la CGI, ça va mal vieillir. Et le problème, c'est que, par exemple, Avatar, on en pense ce qu'on veut. Qu'on n'aime pas, que le scénario ne nous intéresse pas. C'est une révolution en termes de numérique. Parce que le film, il a pris son temps. Parce que le film, ils ont été chercher ce qui était novateur, ils ont été chercher plein de choses pour faire que le film soit novateur dans son temps et qu'il soit aussi un film qui va rester. Peut-être que plus tard, quand les gens le regarderont, ils diront ah ouais, mais finalement on fait tellement mieux aujourd'hui. Mais il n'empêche que là, l'effet il est historique. Il est historique et il a impacté énormément. Est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu blasé de ça, en fait, comme on est peut-être surabondé d'images, que c'est tellement difficile de trouver vraiment ce film avec ce côté un petit peu jamais vu. On est peut-être tellement trop dans le spectaculaire aujourd'hui qu'on a du mal un petit peu à différencier quelle image va marquer plus que d'autres. On est peut-être dans une Mais routine un peu. clairement, et ça se ressent parce que avant, ceux qui étaient vraiment bouleversés par ça, qui étaient en mode ouais bon c'est du déjà vu, c'était les cinéphiles, vraiment les entre guillemets les gros cinéphiles, ceux qui ont des gros backgrounds en termes de connaissances de cinéma et tout comme ça. Eux ils étaient vraiment genre en mode ouais bah je suis pas impressionnée, alors que nous on arrivait en salle on était en mode mais c'est super film et tout ça. Aujourd'hui tu regardes sur Twitter, sur Instagram, même la personne qui va au cinéma tous les 3 du mois, bah elle va pas être impressionnée par des films qui pourtant, Les Gardiens de la Galaxie, je suis désolée, je sais pas ce que les gens en pensent, mais il est bien. Il est très bien comme film. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été le voir parce que avec
on va dire les 2 derniers, parce que après c'est plus de la lassitude en termes de scénario, mais avec les 2 effets CGI de Quantum Mania et de Thor Love and Thunder, et avec les scénarios qui ont moins emballé de Black Panther toute la aussi. phase Black de... Panther aussi. Oui, Il y avait Black aussi. Panther aussi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a eu une lassitude de ce côté-là. Donc, du coup, les Gardiens de la Galaxie y ont peut-être perdu, alors que je trouve que les Gardiens, c'est la meilleure saga du MCU, que ce soit en termes de visuel, en termes de scénar et en termes d'humour aussi. Je trouve qu'ils se distinguent beaucoup en termes d'humour parce que Ant-Man, j'ai jamais accroché. J'ai vu les 3 et je n'ai accroché à aucun des 3. Ce qui est dommage, parce que... On est pareil, parce qu'en plus, il y a un mois, j'avais Red One et Afrogeek, on avait fait un live sur le réalisateur James Gunn, et j'étais à peu près l'un des... Non pas qui détestait son travail et respectait, mais eux, ils avaient vraiment du mal par rapport au traitement de ces personnages, au traitement de l'humour, auquel toi et moi, on est plus réceptifs. Eux, justement, ils étaient vraiment pas réceptifs à l'humour de James Gunn, lui reprochant des fois d'aller un petit peu trop loin. Faut dire aussi que le mec a commencé à la trauma, donc forcément les trucs un peu trash et dégueulasses, il a connu. Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas forcément motivés aussi, le fait qu'en plus James Gunn va reprendre le DC Extended Universe. Donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Moi, enfin, je comprends les gens qui sont dubitatifs avec le fait que James Gunn reprenne les rênes du DCU, parce que je trouve que c'est 2 univers qui n'ont rien à voir. Et je pense que c'est pour ça que les communautés, elles sont très clivées entre les deux, parce que moi, le DCU, c'est un univers qui m'intéresse pas. Genre vraiment, j'ai aucune affinité avec le travail Zack Snyder. du. Bah, j'ai bien aimé Batman versus Superman. Mais en fait, le truc, c'est que Superman, j'ai trouvé ça chiant. Je n'aime pas les héros qui sont dont le monde dépend d'eux pour sauver l'univers. C'est quelque chose que j'aime pas. Et c'est pour ça que j'aimais pas Thor. Parce que Thor était trop trop à penser que parce que c'est un dieu, le monde dépend de lui pour se sauver. Et c'est pour ça que j'aime pas Superman, parce que je trouve que le seul personnage intéressant de Superman, c'est Lois Lane. Et si Superman avait mis son ego de côté 2 secondes, qu'il avait mis un petit peu son problème avec son père de côté 2 secondes, du côté papa, je crois papa, tu veux que je sois un héros et tout ça. En fait, le truc, c'est qu'il est trop dépendant de ça, et en fait, s'il s'était tourné 2 secondes vers Lois Lane pour l'écouter, au lieu de prendre d'être concentré sur son ego à lui, sur le fait que c'est un surhomme qui peut sauver le monde, et les ennemis, c'est des gens qui viennent de son monde qu'il connaît pas, bah en fait il y aurait moins de dégâts. Et c'est pour ça que j'aime pas Superman, et que je préfère Batman versus Superman, parce que Batman, il est un peu là pour lui foutre des claques dans la gueule et lui dire hey, descends. Bah, moi, j'aime bien le Superman de Henry Cavill, même s'il y a certaines choses que je lui reproche. Par exemple, quand tu parlais de Man of Steel, moi, il y a par exemple la scène auquel j'ai toujours autant de mal quand il y a le Kevin Costner, quand t'as une tornade, et plutôt que de dire, bah, je viens de sauver, et que t'as Kevin Costner qui dit non, ne viens pas. Il a une super vitesse, enfin, il peut venir te sauver, personne n'y voit que du feu. Et c'est genre cette volonté de porter tout le poids du monde. Et c'est pour ça que quand on avait parlé des films Superman l'année dernière, je suis malgré tout, même s'il y a ce côté un petit peu naïf, je suis toujours plus réceptif aux anciens. Le premier réalisé par Richard Donner, j'adore Christopher Reeves. Et en fait, il arrivait à ce côté aussi, avec ses petites touches d'humour, à donner un côté humain au personnage de Superman, auquel petit à petit on avance dans le DC Extended Universe, on a de moins en moins avec le personnage d'Henry Cavill. On le voit en Superman, mais le côté humain, on l'a pratiquement plus. Et c'est ça qui me dérangeait un petit peu. Moi, j'aime beaucoup Superman pour ça aussi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est que, en fait, la scène, j'avais vu quelqu'un qui disait que cette scène-là, elle était. En fait, le but, c'était d'exprimer le fait qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Le problème, c'est qu'elle est trop longue. Elle est beaucoup trop longue. En fait,
tout le moment où il le regarde, le temps qu'il lève la main, que lui réagisse, que la tempête l'emporte. C'est bon, le plan il est assez long, on a compris le principe, on a compris le concept. Et en fait, c'est ce que je disais à Afro quand j'avais analysé le personnage de Lois Lane, parce qu'il m'avait demandé on a fait une analyse ensemble sur Lois Lane. J'avais re-regardé le film que sur les passages de Lois Lane. Le film est beaucoup plus intéressant tout d'un coup. Vous êtes énervés tous les deux parce que je sais qu'il y a Froggy qui vénère Zack Snyder, donc forcément, si tu vas pas dans son temps, attention. Non, parce que il sait que j'aime pas Man of Steel, mais il sait que j'aime beaucoup Batman vs Superman. Donc la version longue, je la trouve vraiment intéressante, surtout qu'il y a toute la partie enquête de Lois Lane que j'apprécie beaucoup. Le personnage de Batman je comprends pas les gens qui ont craché sur Ben Affleck avec autant d'ardeur, alors que je trouve qu'il est pas si mauvais que ça en vrai. Je dirais pas que c'est le meilleur, parce que j'ai pas assez de connaissances avec les personnages de Batman pour ça. Mais en fait, le truc, c'est que les gens, ils sont toujours un peu à mettre leur nostalgie en jeu quand il s'agit de... C'est pour ça que moi, j'évite de m'intéresser à des choses quand je sais que ma nostalgie va être en jeu. Genre, par exemple, What We Do in the Shadow, la série, j'ai mis 2 ans avant de la regarder, parce que c'est moins de nostalgie, tu vois, mais j'avais mis 2 ans à la regarder parce que j'avais peur d'être déçue, parce que j'aime beaucoup ce film. C'est un de mes top 5 de films préférés. Le film que tu avais décidé à la base qu'on devait regarder, c'est ça. Ouais, parce que en toute intimité pour les gens qui ne savent pas. Ouais, parce que c'est un très très bon film. Je pense que c'est le meilleur film de Taika. Et je pense que c'est un peu... C'est pas le film que je dirais qui est le plus représentatif de ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il est capable de faire, je pense que ça serait Jojo Rabbit. Mais en regardant What We Do in the Shadow, on se marre bien. Et puis il y a pas mal de trucs intéressants à regarder en termes d'effets spéciaux, en termes de mécanique, de pratique. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très marrantes avec What We Do in the Shadow. Je suis très impatient pour Taika Waititi, qui est un cinéaste que j'apprécie énormément. Je suis très impatient de voir son prochain film qui sortira fin d'année, qui s'appelle Next Goal Wins. En plus, moi je suis beauf, je suis un fan de football, donc forcément c'est un sujet qui me parle. Et le fait de voir Michael Fassbender diriger une équipe vraiment nulle, je pense qu'on va bien rigoler, je pense. Ouais, puis Next Goal c'est typiquement le retour de Taika après Thor Love and Thunder, parce que je pense que les gens, ce qui m'énerve, c'est qu'on se concentre sur la carrière de Taika. Les gens qui disent oui, ces films ils sont pas intéressants. T'as vu quoi, Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Ok, donc t'as rien vu en fait. Et une fois j'ai lu quelqu'un qui disait Taika Waititi c'est un réel mainstream. Alors de quel côté? J'aimerais bien savoir, parce que même Jojo Rabbit, c'est produit par la 21st Century Fox, mais même pas la boîte de base, parce que c'est produit par Searchlight. Donc c'est même pas une production, une grosse production. Pareil pour les films qu'il a fait avant. Donc je comprends pas, et je pense qu'il faut ne jamais avoir vu un film de Taika pour dire que sa carrière c'est du mainstream. Par contre, qu'on n'aime pas le réal, on regarde plusieurs de ses films, on n'aime pas. Ça, je peux comprendre. Hein. Tout le monde. Moi, un réal que j'aime pas trop, c'est Paul Verhoeven. Je suis pas une grande fan de ce qu'il fait. J'avais regardé Total Recall, Basic Instinct et Robocop. J'avais pas accroché. J'ai vraiment pas accroché au côté ultra trash, volontairement trash, là où on n'en a pas besoin. Et je sais que pourtant, il plaît à beaucoup de gens. Mais j'ai aucun souci avec le fait de pas aimer. Par contre, si tu me dis que tu n'aimes pas la carrière de Taika parce que t'as vu Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, là par contre je vais m'énerver. Parce que c'est pas ce qui représente sa carrière. Ce qui représente sa carrière, c'est Jojo Rabbit, c'est The Hunt of the Wilder People... Même Vampire en toute intimité, c'est un gros travail avec Jemaine Clement, donc c'est pas complètement son travail à lui. Pour moi, vraiment, il faut regarder Boy. Il
faut regarder du coup alors le film en français c'est à la poursuite de Ricky Baker, Jojo Rabbit, et un peu Thor Ragnarok, parce que Thor Ragnarok il y a quand même de la grosse patte de Taika en termes de réel, même si c'est pas lui qui a écrit le scénar. Il était aussi attaché, bon, je crois que le projet a été annulé, mais il devait s'atteler aussi à l'adaptation du manga Akira aussi. Mais je crois que le projet est tombé à l'eau. Ouais, le projet avait été annulé. Puis ouais, enfin Taika, il a la main partout en fait. Il a beaucoup de, enfin les gens qui disent oui, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre que ses films à lui? Bah ouais, après il a été aussi, il a réalisé des épisodes de série, il a réalisé le premier épisode de All Flags Mean Death, il a réalisé l'avant-dernier épisode de Mandalorian, le dernier de la première saison. Il a réalisé des épisodes de What We Do in the Shadow. Enfin, le mec, il est polyvalent. Il a réalisé des clips aussi. Il a réalisé des pubs. Là, il s'est lancé il s'est lancé en tant que cooperative creator. Je sais plus le nom. C'est un CCO d'une boîte de boissons qui s'appelle Taika, qui n'est pas la sienne. Enfin, il est ultra polyvalent, et le truc c'est que je comprends les gens qui n'aiment pas les Thor, mais si ils s'arrêtent à ça, c'est dommage, parce que c'est un peu regarder réducteur. Ouais, c'est réducteur, puis c'est un peu se concentrer sur une erreur, quoi. Thor Love and Thunder, c'est vraiment une grosse bourde, et voilà. C'est un peu le problème de la nouvelle génération, qui est tellement bourrée dans tout ce qui est pop culture, que dès qu'on leur propose un petit peu de regarder les débuts de carrière, les films beaucoup plus représentatifs de leur cinéma, c'est la nouvelle génération qui n'est pas forcément très attirée par les sujets un peu plus intimistes, autoristes. Donc, mais bon, ça. Je sais pas s'il y a de ça, ou si le fait que les gens ne connaissent que à travers ça et ne savent pas ce qu'il a fait avant. Parce que sa carrière, elle est très discrète. Moi, les DVD que j'ai de ses films, c'est que des importations étrangères. Il est néo-zélandais, je crois, c'est ça? Ouais, néo-zélandais maori. D'ailleurs, c'est la culture maori qu'on retrouve beaucoup dans le travail de Taika. D'ailleurs, pareil, il y a une actrice maori qu'on retrouve beaucoup dans ses films, c'est Rachel House, qui joue du coup la méchante dans Thor Ragnarok, qui joue, alors pas la méchante, mais qui joue celle qui accompagne le grand maître. C'est Rachel House. Elle joue aussi sa sœur dans Eagle vs Shark. Elle joue sa belle-sœur dans Boy. Donc elle est partout. Elle joue la flic dans À la poursuite de Ricky Baker. Elle est partout. D'accord. Et non, Taika, il est très familial dans tout ce qui fait, que ce soit dans la représentation des personnages, dans les personnes qu'il choisit pour les accompagner. Dans le film, là, dans le nouveau Next Goldwyn, il y a Rhys Darby, qui est un ami à lui depuis très longtemps, qu'on retrouve dans What We Do in the Shadow, donc Vampire en toute intimité, dans À la poursuite de Ricky Baker, qu'on retrouve aussi en costard avec lui dans All Flags Mean Death, qui joue dans Jumanji, qui est connu pour ça d'ailleurs, Rhys Darby, pour Jumanji et X-Files. D'accord. Il y a aussi David Fenn, qu'il a rencontré sur le tournage de The Strip, qui joue dans Eagle vs Shark, et qui joue avec lui aussi dans Flags Mean Death. Il y a un autre acteur de Flags Mean Death aussi qu'il a dû rencontrer là-bas, je pense. Donc ouais, quand tu regardes son casting, tu comprends que le mec, c'est un mec qui travaille avec sa famille avant tout. Et ça se sent d'ailleurs, ça se sent dans la manière dont il compose des plans, dont il raconte son histoire. Pareil, son personnage dans Vampire en toute intimité, il disait qu'une partie était inspirée de sa mère, qui a une place très importante dans sa création.
Donc voilà, c'est un réal qui est très important, je pense, pour la nouvelle génération. Je pense qu'il a raison quand il dit qu'il sera peut-être oublié, que dans le sens où aujourd'hui on se rappelle de lui, mais peut-être que dans 40 ans, on parlera de ses films, mais on se souviendra pas de son nom. Ça, je À suis moins de assez faire, d'accord. à moins de faire un film qui mette tout le monde d'accord. On sait jamais. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il disait. En fait, c'est ce qu'il y a des gens qui lui ont reproché parce qu'il y a pas longtemps, il a dit que les gens ne se souvenaient pas du nom du réal de Casablanca. Et je pense qu'il a pas tort. Dans la mesure où, à part si t'as vraiment un background hyper prononcé dans le cinéma, bah il y a des noms de réal qui vont t'échapper. Moi, ce nom de réal là, je serais incapable de le dire de tête, tu vois. Et je pense qu'il a raison dans la mesure où Michael Curtis. là, Michael Curtis, c'est ça. Et tu vois, il a raison dans le sens où peut-être que les cinéphiles s'en souviennent, mais que si tu dis à quelqu'un oh, t'as vu Casablanca ou tu connais Casablanca, les gens vont te dire oui, qui l'a réalisé, Mm. tu vois. Et je pense qu'il a raison dans le sens où dans le paysage culturel, il y a de fortes chances que dans des années, dans 20, 30 ans, 40 ans, ce soit des réals dont on dit ah oui, je me souviens de ce film-là, putain, et qui c'est qui l'a réalisé. Et c'est comme ça parce que c'est le fait que c'est des gens qui vont avoir leur place, dont on va se souvenir des films, mais est-ce qu'on va se souvenir d'eux en tant que personne? Peut-être pas. Je vois ce qu'il veut dire. Écoute, je te propose on est à quand même à 1h40, je te propose on a quand même bien débattu, c'était super intéressant par rapport un petit peu, parce on s'est un petit peu écarté de Peter Pan. Peut-être juste pour les gens peut-être qui connaissent pas le film, si tu aurais un bon argument pour les gens pour les motiver à aller voir le Peter Pan sorti en 2003. Alors, j'aime pas survendre, parce que je pense que quand on survend, on gâche un peu la qualité d'un film. Mais je pense que, à mon opinion, c'est la meilleure adaptation qui existe de Peter Pan, parce qu'elle utilise énormément de techniques pour permettre à Peter Pan de voler, de lui donner ce côté imaginaire. Il y a tous les espaces de l'île imaginaire sont exploités, ne serait-ce qu'un peu, et ce qui lui donne un visuel très magique et très particulier. Et je pense que les gens vont soit reconnaître la musique de par sa présence à la télévision pour faire rêver les gens, que du fait que ça accompagne tellement le côté magique et fantastique de cet univers-là que je pense qu'il faut le voir au moins une fois, ne serait-ce que pour découvrir le travail qui a été fait sur ce film-là qui est monstrueux. Ben voilà, vous êtes prévenus les gens. Donc je rappelle encore le Peter Pan sorti en 2003, réalisé par Paul John Hogan, donc on vous encourage à voir ou à découvrir si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie encore Méphilion pour cet entretien ciné, c'était vraiment très instructif, tout ce que on a un petit peu les nombreux débats, même si on s'est un petit peu écarté, mais c'était vraiment intéressant d'avoir ton avis sur différents sujets. Et puis je mettrai dans la description le lien vers la chaîne de Méphilion si vous voulez découvrir son travail. Il faut la soutenir, elle mérite. Voilà. Écoutez, d'ici là, on va se retrouver fin de semaine pour le 12e épisode de ce film que vous ne verrez jamais, ce concept d'émission que vous aimez détester, avec 3 projets cinématographiques qui ont été avortés, notamment une version du Seigneur des Anneaux par Kubrick, avec les Beatles, un jeu de plateau réalisé par Tim Burton et Tarantino qui se serait essayé à un remake d'un classique du Giallo. Ça, c'est le programme pour cette fin de semaine. On se retrouvera semaine prochaine pour le prochain live où, après Spielberg, on reviendra sur l'une de ces sagas un petit peu actuelle avec la saga Indiana Jones. Ça, c'est pour le programme de ces prochains jours. Écoutez, encore merci Méphilion d'avoir participé à cet entretien ciné. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir de t'avoir pour cette émission. Sauf qu'en plus, ça faisait quand même quelques temps que tu n'étais pas revenu. Je crois que la dernière fois, c'était pour Damien Chazelle, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Du coup, c'était un plaisir partagé, Merci. Merci. Écoutez, pour les gens qui nous écoutent, cet entretien est à présent terminé. Une bonne semaine à vous, une bonne journée. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.